Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Philippe. Salut Thierry, bonjour. Voilà, notre 39e est en boîte. Alors on a eu un petit problème technique la semaine dernière, on a fait que les brèves de lutte, mais voilà, nous sommes de retour. Jésus est de nouveau guéri, tout est en place, place aux brèves. On va commencer par un très fort mécontentement chez les gaziers et les électriciens. En fait, sur Paris, à l'heure où on parle, c'est le 7e jour de grève. Dans les Bouches-du-Rhône, le 3e. Dans la Loire aussi, dans le 3e. Et un peu partout en France, les gaziers et les électriciens ont posé le sac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, leur direction veut remettre en cause toute leur grille salariale. C'est-à-dire quoi, leur grille salariale ? C'est qu'en gros, aujourd'hui, le prochain embauché, il sera embauché en dessous du SMIC. Et aujourd'hui, un électricien ou un gazier, dans le cadre de la convention collective, il a, sur une année complète de travail, il a 35% d'augmentation de salaire. Là, il n'en aurait que 15%. Externalisation de la profession, baisse des effectifs, la colère monte. Et comme ils disent, nous travaillons, nous produisons, nous décidons. Un seul chiffre, pour l'instant, 364 milliards. C'est quoi ? Ce sont les surprofits annuels, donc par rapport à la pandémie, qui ont été enregistrés durant l'année 2020. Surprofit, on ne parle pas de profit, 364 milliards. Et si on les taxait comme on le demande, par exemple en Europe, ça rapporterait des surprofits, non pas des profits, 25 milliards, dont 5,6 milliards pour la France. 5,6 milliards, ça permettrait quand même d'enregistrer un certain nombre d'investissements dans les hôpitaux, notamment. Et parmi ces grands gagnants de surprofit là-dessus, eh bien on y trouve bien sûr les GAFAM. Et en gros, en France, c'est 20,6 milliards de surprofit. Mais il y a aussi, et là je vais regarder, Orange, plus 57%. D'ailleurs, on reparlera d'Orange tout à l'heure. Atos, plus 34% de surprofit. Carrefour, plus 17%. Rappelez-vous, la location-gérance de Carrefour. Capgemini, plus 12%. Et le roi du surprofit, c'est qui ? Sanofi. 338% de bénéfices, qui annoncent encore des suppressions d'emplois. Ils ne veulent remplacer un départ sur 5. Un départ sur 5 qu'ils veulent remplacer. C'est actuellement là, en négociation, aujourd'hui même. Un vrai scandale Sanofi. Il faut nationaliser Sanofi. Il y a quelques instants, Thierry nous parlait des surprofits. Eh bien là, on est sur un exemple scandaleux aussi. Pour les automobilistes, c'est la double peine. Les sociétés d'autoroutes ont décidé d'augmenter leurs tarifs de 2%. Alors que pendant la période de confinement, elles ont distribué 2 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires. 2 milliards d'euros. Face à ça, l'État a pouvoir de bloquer ou de freiner cette augmentation, sauf que l'État ne fait rien. Pire, depuis la privatisation des autoroutes, c'est 24 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires. Imaginez si les autoroutes étaient restées nationales, l'argent que le pouvoir public aurait pour pouvoir travailler. Après Renault, Orange. Orange s'apprête à supprimer 1910 emplois. Comment ? En ne renouvelant pas à la société Scopelec un contrat de maintenance sur la fibre optique. Savoir que Scopelec, c'était la plus grosse Scop de France. Voilà. 1910 emplois de supprimés, se décomposant de manière très simple malheureusement, c'est 600 en Nouvelle-Aquitaine, c'est 500 en Occitanie, c'est 300 en Bourgogne-Franche-Comté et c'est 500 sur le siège social. Voilà. C'est un pur scandale. Il faut absolument que tout ça revienne dans le domaine public. C'est une affaire à suivre. Solidarité avec la SAM et les ouvriers de la SAM, la fonderie à Viviers. Alors, en gros, eh bien, effectivement, liquidation judiciaire, ils occupent leur usine. Proposition de reclassement dans toute la France. Vous voyez le truc. Renault et l'État continuent à souffrir de leur gueule. Donc, ils ont décidé de brûler leurs feuilles de reclassement. On a les photos juste derrière. Et en même temps, ont décidé d'occuper l'usine au moins jusqu'au 31 décembre. Gros plan cette semaine, on revient sur la superbe manifestation, mobilisation des métallos à l'appel de la CGT devant le siège parisien de l'UMM, le siège patronal de la métallurgie, parce qu'en ce moment, il y a la convention collective qui est complètement renégociée et avec notamment la fin
des diplômes. C'est-à-dire qu'en gros, on remet en cause la professionnalisation des métiers de la métallurgie. Donc fin de la professionnalisation, fin des salaires référents, précarité, une catastrophe. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la sidérurgie à Gandrange, donc chez ArcelorMittal. Et en fait, mon métier, c'est ce qui reste de la sidérurgie, parce que la sidérurgie, depuis des années en France, elle est rabotée, donc il n'y a plus beaucoup de salariés. Et en fait, on est mobilisé aujourd'hui pour la nouvelle convention collective qui va nous raboter nos droits qu'on avait. Donc voilà, tous nos acquis sociaux sont en jeu à l'heure actuelle. Tout est tiré vers le bas. Au niveau des primes, ça part renégation des primes, donc prime d'ancienneté, prime de vacances, prime Saint-Éloi, nous, qu'on a encore dans la sidérurgie, donc on a encore ces acquis sociaux qu'on a encore droit à l'heure actuelle. Tout ce qui va concerner la maladie, par exemple, les jours de carence qui vont être mis en cause. On a aussi la classification, puisque la classification va être maintenant attribuée au poste de travail du salarié. Ça veut dire que le salaire peut être fluctuant. Très franchement, en ce moment, en plus au niveau national, on entend par exemple dans certains métiers, il y a une manque de main-d'œuvre. Restauration ou autre secteur. Comment voulez-vous attirer les jeunes avec de telles conditions de travail? Comment voulez-vous trouver du personnel, faire que la sidérurgie ou même l'industrie en France puisse retrouver sa place avec de telles conditions? On ne peut pas proposer ça aux gens, c'est pas possible. Ce qui se passe à la SAM, c'est une honte, très franchement. Renault qui lâche la SAM, le gouvernement qui nous tourne le dos. Très franchement, mais c'est même plus que révélateur, c'est la réalité de tous les salariés qui vivent en ce moment. Donc voilà, c'est honteux ce qui se passe. C'est honteux. On nous fait des beaux discours à la télé en nous annonçant qu'il faut réindustrialiser. Et très franchement, quand on voit ça, mais ils se foutent de la gueule des gens. Permettez-moi de le lire, mais ils se foutent de la gueule des gens. J'ai vu le titre de l'Humanité d'aujourd'hui. On revient à Florange, c'est exactement ça. Exactement ça. Aujourd'hui, les mêmes arguments qui avaient été mis sur la table par rapport à Florange à l'époque, c'est les mêmes qu'on nous met sur la table avec la SAM. Je ne sais pas si je peux employer ce mot, mais on sent une certaine complicité entre la direction de Renault et le gouvernement. C'est exactement ce qui s'est passé à une époque où Macron à l'époque était ministre de l'économie lorsqu'il y a eu la fusion Alstom avec General Electric. C'est exactement les mêmes ingrédients. Et avec à la finalité, casse industrielle, perte des savoir-faire, et bien évidemment, affaiblissement de l'industrie. Donc oui, la SAM, on peut dire que c'est un cas d'école. Alors dans le projet de la convention collective, il prévoit d'augmenter considérablement le nombre d'heures supplémentaires. Donc on pourrait monter jusqu'à 450 heures par an. C'est un non-sens d'une part parce que nous on souhaite diminuer le temps de travail pour améliorer l'équilibre de vie entre vie professionnelle et vie privée. Et inconsidérable dans le sens où c'est pareil, ça va pas créer de l'emploi non plus. Et le but de baisser aussi le temps de travail des gens, c'est de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, malgré ce qu'ils veulent bien nous faire croire. Et donc c'est complètement insensé, quoi. Une personne qui est diplômée aujourd'hui commence dans la métallurgie au minimum à 190 de coefficient. Demain, il n'y aura plus de coef. Donc en gros, il n'y aura plus de primes. Il n'y aura plus de coefficients. Donc ça veut dire qu'en gros, nos enfants, demain, ils font des diplômes, ils ont des diplômes, ils obtiennent des diplômes, ce ne sera plus reconnu dans la convention collective de la métallurgie. Enfin, c'est quand même très alarmant, quoi. Comment ça va? Nous revenons sur un conflit qui a eu lieu chez Labeyrie dans les Landes, début octobre. Nous sommes avec Marie-Claude Espelozin qui va nous expliquer comment s'est déroulé ce conflit. Une entreprise de l'agroalimentaire spécialisée dans le foie gras et le saumon fumé. C'est une entreprise qui fait partie aujourd'hui, qui est un groupe avec 13 entreprises en Europe. Et l'entreprise Labeyrie à Saint-Georges-de-Marennes a aussi dans les Pyrénées-Atlantiques un abattoir. Nous comptons à peu près 1200 salariés sur ces deux entreprises qui ont été regroupées avec l'abattoir de Cam qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est une grève qui a commencé le vendredi 15 octobre au matin, à 6h30 du matin. C'est des salariés qui ont quitté leur poste de travail et qui sont allés se positionner au portail.
En suivant le bruit, ça s'est su dans les autres ateliers avoisinants. Donc, tout le monde, petit à petit, a quitté son poste et est allé rejoindre ses premiers salariés au portail. À la moitié de nos journées, nous étions à peu près 200-250 à être sur le piquet de grève. Les revendications principales, de toute façon, c'était les conditions de travail, c'était le salaire, avec cette augmentation du SMIC qui a eu lieu au 1er octobre. Les grilles de salaire, les premiers bas salaires coefficients ont été ravalés par la grille. Donc aujourd'hui, beaucoup de salariés se retrouvaient à travailler au SMIC. Les conditions de travail étant de plus en plus difficiles aussi, parce que nous sommes en fin d'année, et pour le foie gras, le saumon, c'est une période de saison. Les conditions de travail, bien sûr, c'était l'amplitude horaire du temps de travail, où des équipes se retrouvaient à faire pendant 3 mois 8 à 10 semaines à 42 heures, en travaillant 6 jours sur 7, et d'autres travaillant les jours fériés, les dimanches, suivant l'atelier où on se trouvait. Donc 42 heures et demie, avec des cadences toujours de plus en plus élevées et des salaires qui ne suivent pas derrière. Un conflit qui a duré presque 4 semaines, à 2 jours près, oui, il a duré 4 semaines, parce qu'il y a eu quand même des négociations, mais une direction qui était totalement fermée, direction qui a été fermée, mais totalement au niveau des augmentations de salaire, et qui ne proposait au départ qu'1%. Donc la colère, elle a monté, et leur acharnement à vouloir toujours refuser ces augmentations, ça a été la motivation des salariés pour se retrouver là et rester aussi longtemps sur un piquet de grève. C'est 3 semaines de grève sans avoir de salaire, parce que le premier bulletin de salaire qu'on a eu au mois d'octobre, on nous a imputé quand même 6 jours de grève. Et on savait qu'au mois de novembre, les 2 semaines allaient peser, sachant que c'était la fin de l'année. Alors forcément, nous avons tous été unis, nous avons été tous solidaires, même si certains repartaient travailler, c'était avec la boule au cœur, avec les larmes aux yeux pour certains. Ils ne voulaient pas repartir, ils étaient avec nous, mais financièrement, ils ne pouvaient plus continuer, et c'est pour ça qu'ils reprenaient. Et l'avenir, de toute façon, on est tous repartis au travail, mais la colère n'est pas retombée. Donc l'avenir, je pense que aujourd'hui, on a vu une solidarité envers tous les services, envers tous les salariés, parce on travaillait tous dans des unités différentes, donc on pouvait pas se côtoyer parce qu'on avait des horaires différents au niveau de notre travail. Mais là, au moins, cette grève a permis de s'unir tous et d'être solidaires. Donc oui, je pense que la direction a de quoi avoir peur des prochains mouvements qu'il pourrait y avoir chez la mairie, parce que je pense qu'il y en aura d'autres, on ne s'arrêtera pas là. Autre lutte. Nous revenons sur celle qui s'est tenue à la manufacture des produits chimiques landais. Et nous sommes avec Jean-Philippe Fresselinas qui va nous faire un point sur la situation. Il y avait certains engagements, notamment d'investissement, qui devaient être réalisés à hauteur de 15 millions d'euros sur les sites, accompagnés donc des plans de départ volontaires non contraints. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire au niveau du CSE et du syndicat, c'est que à part les premiers départs physiques, mais tout n'est pas réglé, loin de là, puisque sur cette partie-là, il y a encore plein de personnes qu'on n'est pas supprimées, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire, où est-ce qu'ils vont être recasés, et l'inquiétude est très importante. Et surtout, et malheureusement, dans un contexte économique de reprise après le Covid, on a des commandes qui battent des records sur les 2 bâtiments, notamment sur le bâtiment 46 qui faisait de la DPG, qui sert donc dans l'automobile. On a des commandes, ils ont augmenté les prix, on fait des marges incroyables, alors qu'on nous annonce que le bâtiment va fermer maintenant dans moins de 12 mois. Les 15 millions promis Morticus par Arkema, pour l'instant, on n'a rien, on voit rien arriver. Il y a les projets, ils vont faire des gates, ils vont faire ceci, ils vont faire cela, mais concrètement sur le terrain, on tourne toujours pareil. Ils ont été encore négociés à Paris des dérogations sur les contraintes environnementales, chose que nous on dénonce syndicalement. Dans le plan,
qu'on a combattu, mais le seul point positif, entre guillemets, c'était qu'ils devaient remettre les SGOR au niveau technique, environnemental, conditions de travail et compagnie, à hauteur de 15 millions, et repartir à des bases saines pour se développer. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, on voit, 6 mois après, qu'ils déjà, ils sont dans le système dérogatoire pour éviter de dépenser des sous. Donc ça, effectivement, c'est pas bon pour l'avenir. Quand ils ont lancé ce PDVA, il n'y avait pas d'avenir économique ou industriel derrière. C'était un simple calcul mathématique qui disait, si on enlève 60 personnes, on va économiser de temps et donc on va gagner de l'argent. Mais il n'y a pas eu vraiment de réflexion industrielle sur l'avenir des sites. On était 350, aujourd'hui on est 202, demain on sera 140. Donc je veux dire qu'on voit bien la tendance, autant Arkema a des sous pour acheter des sociétés aux États-Unis ou ailleurs, viennent de déclarer des résultats qui sont les meilleurs du marché avec plus de 20% de bénéfices sur le bilan et compagnie. Mais en France, et notamment dans nos campagnes landaises, ils ne veulent pas investir. Alors qu'il y a des demandes commerciales aujourd'hui qu'on n'arrive pas à fournir. Mais non, la décision a été prise, donc pour eux, c'est une bonne chose, point barre. Il y a quand même une inquiétude qui grandit, parce que ça va faire quand même 1 an qu'on nous a annoncé ce PDVA. Et les interrogations restent les mêmes. Les gens qui ont les postes supprimés, ils savent pas ce qu'ils vont faire. Et ceux qui vont rester où ils n'ont pas les postes supprimés, ils savent pas non plus ce qu'ils vont devoir faire. On va devoir être multitâche, parce qu'on va devoir se retrouver à faire le travail des gens qui sont partis. Si le compte n'y est pas, mais c'est-à-dire dans 3-4 mois, fin mars, la fin de période de volontariat, si ça s'engage pas derrière les investissements de productifs et environnementaux sur les SGOR, évidemment qu'il va falloir que le syndicat, avec les salariés, remonte les conditions du rapport de force. Dans la rubrique, ils ont dit non. Ils disent non à Forcalquier à une sanction disciplinaire d'une postière CGT. On a reçu les informations des copains et des camarades des Alpes de Haute-Provence et nous vous diffusons ce reportage. Ils disent non à la pratique managériale de la Poste qui fout le bordel dans les Alpes de Haute-Provence, mais partout en France. La réforme du code du travail, c'est pas qu'il y ait 2 ou 3 femmes. Alors dites-nous, aujourd'hui donc c'est le 3e jour, c'est ça, de grève à la Poste. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les raisons déjà de ce mouvement? On peut remonter déjà sur au mois de mai. C'est-à-dire la Poste a engagé une réorganisation donc, sur le secteur de Forcalquier, comme elle le fait sur tous les secteurs du département. Et déjà les salariés s'étaient mobilisés le 18 mai contre ce projet, qui était vraiment, ils savaient déjà qu'ils allaient avoir des dégradations des conditions de travail. Et donc il y avait une journée de mobilisation le 18 mai où la Poste a continué à dérouler son projet sans écouter les salariés. Donc ça c'était le 18 mai. La mise en place s'est faite au mois d'octobre. Plusieurs alertes ont lieu, les salariés en souffrance, mal-être au travail, toujours rien, c'est-à-dire la Poste déroule, sans se soucier, on va dire, de l'impact moral des agents du secteur. Là où ils ont dépassé les bornes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous dressez contre une entreprise, que vous dites ce que vous pensez et que vous pensez différemment, on va dire, en pointant les manquements de la Poste, une salariée a été sanctionnée. Mais c'est pas simplement la sanction, le blâme qu'elle a reçu. Ce blâme-là, c'est la cristallisation, on va dire, de problèmes généraux, on va dire, sur le secteur de management. Les managers sont aux abois, c'est-à-dire ils ne savent plus comment faire, c'est-à-dire en voyant que les salariés, que l'organisation, les bureaux ont été fermés, que l'organisation est défaillante. Donc aujourd'hui, ils s'attaquent aux salariés et notamment aux salariés, on va dire, militants. Là, particulièrement, c'est un militant de la CGT, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas que des salariés à la CGT. Tous les salariés ne sont pas à la CGT. Donc c'est un problème global. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les agents sont déterminés, continueront donc la mobilisation. Et sachant que tous les bureaux, hormis Forcalquier, qui tournent donc avec des cadres et 2 intérimaires, tous les bureaux du secteur, en partant de Banon jusqu'à Horizon, sont fermés. Voilà Philippe, 39e numéro terminé.
Merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité. Retrouvez-nous sur notre groupe Facebook Plus Belle les Luttes et l'autre l'Hebdo des Luttes, mais aussi sur notre chaîne YouTube Plus Belle les Luttes et notre site internet plusbellesluttes.fr. Nous avons réactivé avant refondation complète pour l'année prochaine. À bientôt. Ciao Philippe. Ciao Thierry. Au revoir.